Pour trouver la formule de réseau, c'est la formule qui va donner delta entre deux rayons. Donc on va considérer deux rayons qui arrivent sur notre réseau. La distance entre les fentes c'est A et les rayons arrivent avec un angle θ0. Donc dans le schéma précédent, donc ce schéma-là, il arrive avec un angle qui est égal à 0. Donc ici, θ0 égale à 0. Et θ, voici θ. Alors qu'ici, on a θ0 différent de 0, on veut la relation générale, et puis on peut prendre θ0 égale à 0. Donc voici des images de réseau à transmission, et on trouve ici par exemple le nombre de traits par millimètre. On peut trouver aussi là le nombre de traits par millimètre, donc on peut lire sur un réseau le nombre de traits par millimètre. Donc le nombre de traits par millimètre c'est n, et si on veut A, il suffit de prendre 1 sur n. Donc si on veut la différence de marche entre ces deux rayons, il suffit de faire la projection de l'un sur l'autre. Cette projection-là va donner un delta. Mais si on fait cette projection-là ici, on va trouver ici un autre delta. Donc on peut dire, ici on a delta 1, ici on a delta 2. Et donc on peut dire que delta normalement, il peut être exprimé en fonction de delta 1 et delta 2. Donc si on veut exprimer ça en fonction de delta 1, on peut dire que normalement cet angle-là, c'était à 0. Et donc delta 1 n'est autre que sinus θ0 fois A. Si on exprime sinus de θ0, c'est delta 1 sur cette distance-là. Et cette distance, c'est A. Et donc, on peut dire que delta 1 n'est autre que A sinus θ0. De même ici, on peut faire la même chose. Cet angle-là, c'est θ. Donc, l'angle qu'on a ici, c'est θ. Cet angle, c'est θ, et donc on peut dire que A sinus θ. Donc, on peut remplacer là. On peut dire que c'est A sinus θ0 moins A sinus θ. Pour expliquer le moins, c'est selon les rayons. Normalement, dans la delta 1, on a fait la projection de ce deuxième rayon sur ce premier rayon. Et donc, on peut dire que normalement, on a delta 1, c'est un décalage entre le premier rayon par rapport au deuxième. Mais après le réseau, le premier est en retard par rapport au deuxième. Et donc, l'ordre des deux rayons est un peu différent. Donc, on va ajouter un moins, soit on ajoute un moins ici et un plus là, et donc on aura un moins ici et plus là, ou on fait l'inverse, c'est la même chose. Delta normalement, il va être dans un cosinus généralement, et donc le cosinus c'est pair. C'est pourquoi on peut dire que c'est A sin θ moins sin θ0, comme on peut dire que A sinus θ0 moins sinus θ. C'est la même chose. Et cette formule-là, c'est ce qu'on appelle la formule de réseau. En effet, on utilise le fait qu'on a vu en interférence, lorsqu'on a étudié l'interférence, on a défini l'ordre d'interférence par cette relation-là, par delta égale à P fois lambda. Donc delta égale à P fois lambda, P c'est un entier. Si P est un entier, alors on parle d'une interférence constructive, alors que si P est demi-entier, on parle sur une interférence destructive. Pourquoi on a une interférence ici? Car on a deux rayons. Donc normalement, dans cette figure-là, on a plusieurs rayons qui rentrent sur un réseau. Donc ici, dans le point de réseau, on a le phénomène de la diffraction. Alors qu'ici, on a l'interférence.
Donc, dans un réseau, on a les deux phénomènes. On a les diffractions dans le réseau et l'interférence lorsque les rayons se regroupent en un seul point dans l'écran. Et donc, c'est pourquoi on a introduit l'ordre d'interférence. Et donc, si P est entier, on a des interférences constructives et donc l'intensité sera maximale. Et si P est demi-entier, on aura euh, des interférences destructives et donc on aura une tâche qui est sombre. Et donc, si on remplace delta par P fois lambda, on trouve cette relation-là. On peut bien sûr diviser sur A et dire que sinus θ moins sinus θ 0 égale à P fois n fois lambda. C'est ce qu'on regarde sur la figure ici. C'est la figure de la diffraction par un réseau. Et on remarque qu'on a un ensemble de tâches. Et ces tâches-là sont brillantes. Donc la tâche la plus brillante, c'est elle qui correspond à P égale à 0. Puis ici, on a P égale à 1, P égale à 2, P égale à 3, 4 et 5. Et de l'autre côté, on a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc voici l'ordre d'interférence pour chaque tâche de diffraction. Donc la tâche la plus brillante, c'est la tâche centrale. Elle correspond à l'image géométrique de notre système. On peut bien sûr remplacer θ0 par 0. Si on remplace θ0 par 0, on trouve que la formule n'est autre que sinus θ égale à P n fois lambda, tel que P bien sûr c'est l'ordre d'interférence. D'après la formule, on aura pour chaque ordre P entier une tâche lumineuse, c'est ce qu'on remarque ici, et chaque tâche est caractérisée par un angle. Donc on a un angle pour chaque tâche. Et bien sûr, pour P égale à 0, on obtient le résultat de l'optique géométrique. Donc on a P égale à 0, on obtient sinus θ égale à 0. L'incidence normale ici, c'est-à-dire qu'ici on aura θ égale à 0. C'est la relation de l'optique géométrique normale. Donc on n'aura pas de diffraction. Le nombre de franges brillantes sur l'écran est donné par cette relation-là. Car normalement, on peut dire que sinus est toujours entre moins 1 et 1. Alors que P ici peut augmenter jusqu'à l'infini. Et donc ça doit être toujours inférieur ou égal à 1. Et bien sûr, supérieur ou égal à moins 1. Et donc, dans le cas général, on doit utiliser cette relation-là. Ce qui va donner cette expression. Or, sinus de θ0, c'est entre moins 1 et 1. Et donc, on peut dire à la limite que P fois lambda sur A est entre moins 1 et 1. Ce qui permet de trouver que, normalement, P, c'est entre moins A sur 2, moins A sur lambda et A sur lambda. Et donc, en connaissant A et lambda, on peut connaître combien la valeur de P, le nombre maximal des tâches qu'on va avoir. Donc le nombre maximal de tâches qu'on va avoir, c'est de P plus 1. Car si on trouve que ici, si on trouve par exemple P, il est entre 2 et moins 2, alors on aura moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Donc on aura 5. Donc le nombre de tâches visibles, c'est toujours de P plus 1. Et P, et bien sûr, il est vérifié par cette formule-là. Pour l'utilité du réseau. L'utilité du réseau, on peut l'utiliser en spectrométrie. Dans la spectrométrie, on s'intéresse généralement à la déviation. Donc, pour cette déviation-là, on caractérise la déviation par θ moins θ0. On peut la visualiser sur cette figure-là, en disant que normalement le rayon, s'il continue son chemin sans déviation, on aura cette trajectoire-là. Donc la déviation, c'est ça. Donc voici D. Donc D, c'est θ moins θ0. Donc c'est θ moins θ0, c'est D. Et donc on obtient la relation. Donc il suffit de remplacer θ
par son expression, ce qui permet de trouver cette expression-là pour le D, donc en fonction des états 0. On peut bien sûr tracer D en fonction des états 0. Si on trace D en fonction des états 0, on trouve qu'il admet un minimum. Et si on veut trouver le minimum, il suffit de dériver D par rapport à θ 0. Et donc, si on dérive D par rapport à θ 0, bien sûr, on dérive cette expression-là. On peut dériver celle-là, mais c'est un peu difficile. Donc, si on dérive ça, on obtient que θ sur dθ 0 moins 1 égale à 1. Et bien sûr, on prend cette expression-là pour simplifier les choses. Bien sûr, on a plus θ sinus de θ 0. Et donc, si on dérive sinus de θ, c'est cosinus θ fois dθ, c'est la différentielle normalement de la fonction. Si on a f de x, on peut dire que df, normalement, c'est df sur dx fois dx. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, la f de x, c'est sinus. Donc, la différentielle de sinus, normalement, c'est la dérivée qui est égale à cosinus fois dθ. La même chose ici. La différentielle de sinus θ 0, c'est cosinus θ 0 fois dθ 0. Et bien sûr, P, lambda et A, ils sont constantes. Et donc, dθ sur dθ 0, c'est ça. Si on remplace, on trouve que cosinus θ 0 égale cosinus θ. Et donc, on a deux solutions, soit cos θ égale à θ 0, soit θ égale à moins θ 0. Si on prend la première solution, on trouve que d égale à 0. Si d égale à 0, donc on n'a pas de déviation. Donc on parle sur l'image géométrique. Donc le rayon va traverser le réseau sans déviation. C'est la tâche centrale normalement. Mais on ne s'intéresse pas à ça, on s'intéresse à l'autre solution. Si on remplace θ par moins θ 0, on trouve que d min, c'est moins 2 θ 0 ou soit 2 θ 0. 2 θ. Donc si on représente ça dans notre diagramme, on a notre premier rayon, c'est ça. Donc voici l'axe direct. Voici l'angle θ 0. Donc pour avoir une déviation égale à moins θ 0, on doit avoir un rayon qui sort comme ça. Et donc l'angle ici, c'est θ 0 aussi. Normalement, c'est moins θ 0. Moins θ 0. Pourquoi? Car c'est le sens inverse. Le sens de θ 0, moins θ 0 est l'inverse du sens de θ 0. Et donc la déviation, c'est ça. Donc c'est moins 2 θ 0. Pratiquement la mesure de la déviation minimale peut être mesurée en utilisant, en utilisant le goniomètre. Le goniomètre, on a vu ce système-là dans l'optique géométrique. Cette mesure permet de caractériser le réseau étudié en déterminant le pas A. Donc si on trouve la déviation minimale, on peut trouver θ ou trouver θ 0. Et bien sûr, si on trouve θ ou θ 0, on peut déduire que normalement on connaît que sinus θ égale à sinus θ 0 plus P lambda sur A. Et donc si on remplace θ par moins θ 0, on obtient ici 2 sinus θ égale à P lambda sur A. On connaît θ. Si on connaît D, on connaît θ. Si on connaît θ, on peut connaître A. Si on connaît P et lambda. P c'est simple, il suffit de choisir un ordre. Et lambda, bien sûr, c'est la longueur d'onde de la lumière utilisée. Donc c'est connu. En mesurant la déviation minimale et en connaissant les autres paramètres, c'est ce qu'on a dit, on peut déterminer on peut déterminer aussi la longueur d'onde de rayonnement incident si on connaît P et A et θ. Cela est utile notamment en spectroscopie pour identifier les composantes chimiques d'un échantillon. Normalement, on éclaire par exemple une espèce chimique par une lumière blanche et on regarde les couleurs sortant de cette espèce chimique. On intercale ici un réseau et on regarde sur un écran les couleurs qu'on aura. Donc la figure de la diffraction permet de trouver
les longueurs d'onde émises par la solution. Maintenant, on va passer à diagramme de Fresnel. Le diagramme de Fresnel, c'est un diagramme qui nous permet ici de trouver l'intensité d'un l'intensité sur l'écran. Donc, on va prendre la situation précédente, on va prendre un réseau qui est constitué de fentes et la distance entre les fentes, c'est A. Et bien sûr, elles sont éclairées par une onde plane progressive monochromatique de longueur d'onde lambda et perpendiculairement à la pupille, bien sûr. On observe la diffraction à l'infini à une direction θ. Et donc, on a notre direction, donc on a notre diagramme qu'on a vu précédemment. Donc, on a ce diagramme-là. Et ce diagramme, on a vu que entre un rayon et un autre rayon, on a une différence de marche. Cette différence de marche, on peut l'associer à un déphasage. On peut l'appeler seulement phi. Le déphasage, on connaît que c'est 2pi sur lambda 0 fois delta. C'est 2pi fois p. Et donc, on peut dire que phi, entre le deuxième rayon et le premier rayon, c'est phi. Entre le deuxième rayon et le troisième rayon et le premier rayon, c'est 2 phi, car on a ici delta. Entre l'autre et ça, on aura un autre delta. Donc le delta se multiplie. Donc ici, si on considère ça comme étant phi égale à 0, on peut prendre ça égale à phi, ça égale à 2 phi, ça égale à 3 phi, etc. Donc le déphasage entre ce rayon-là, le deuxième rayon et le premier, entre le deuxième rayon et le premier, c'est phi. Entre le troisième et le premier, c'est 2 phi. Entre le quatrième et le premier, c'est 3 phi, etc. Et c'est ce qu'on représente ici. Donc, pour représenter ça, on va utiliser l'amplitude complexe. Normalement, l'amplitude, on a vu que l'onde électromagnétique peut être représentée par cette grandeur-là, la grandeur scalaire, qu'on peut noter sous la forme de S0 cosinus de oméga t moins kx plus phi 0, c'est la phase aléatoire. On peut bien sûr utiliser la notation complexe, et si on utilise la notation complexe, on va écrire que S0 exponentielle de i oméga t moins kx fois i plus phi 0. On a vu que l'amplitude, normalement, on élimine le terme qui correspond à oméga t et on prend les deux autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle phi. Donc, voici l'expression de, normalement, c'est pas k. Voilà. K, normalement, ici, c'est le coefficient qu'on a vu précédemment. Donc, si on a S1, c'est l'amplitude du premier rayon, S2, c'est l'amplitude du deuxième rayon, troisième, etc. Et donc, si on représente ces amplitudes-là, donc pour k égale à 0, on aura exponentielle de 0, c'est 1, donc on aura S0, donc c'est réel, c'est parfaitement réel. Si on a k égale à 1, on aura S0 exponentielle de i fois phi. Donc l'amplitude c'est S0 et l'argument c'est phi. Et donc la longueur de la flèche c'est S0 et la déviation par rapport à l'axe des réels c'est phi. Et pour le deuxième, S2, on aura S0 exponentielle de 2i phi. Donc toujours ça va donner la longueur de la flèche, alors que ça, l'argument, donc c'est ici 2 phi, va donner l'angle entre la flèche et l'axe des réels. Donc ici on aura 2 phi, 3 phi, 4 phi, etc. Et pour trouver l'amplitude totale, il suffit de faire la somme de tous les vecteurs. Et donc on peut dire que l'intensité normalement, c'est la valeur moyenne de S total. Donc on peut trouver l'expression de cette intensité-là dans ce cas. Donc on a deux cas spéciaux si on a une interférence qui est constructive.
Si on a une interférence constructive, alors phi égale à 2p fois pi. Si on a 2p fois pi, et si on a 2p fois pi, alors l'angle entre le premier et le deuxième, c'est phi. Entre le premier et le troisième, c'est 2 phi, etc. Et donc la somme de tout ça va donner 2 pi. Pourquoi? Car on aura normalement phi égale à... ici c'est destructif et non pas constructif. Si on a phi égale à 2 pi fois p, 2p fois pi, on aura ici exponentielle de 2p fois pi, et donc on aura 1. Et toujours on aura ça réel. Si on a ça réel, on aura S1, S2, S3, le tous sont réels. Et donc l'amplitude totale, c'est une amplitude maximale. C'est l'amplitude réelle maximale. Et donc on parle des interférences qui sont constructives. Alors que pour obtenir des interférences destructives, il suffit de dire que la somme de tous les phi égale à tous les flèches égales à 0, ce qui est le cas ici. Si on cherche maintenant la flèche de S total, va commencer à partir de ce point, car c'est le point initial de la première flèche, vers le point final de la dernière flèche, donc c'est 0. Donc S total c'est 0 ici, c'est S total égale à 0, donc I égale à 0, donc on a des interférences destructives. Des interférences destructives, il correspond à un déphasage qui est donné par 2pi fois p sur n. N c'est, on a dit, c'est le nombre d'ondes. Le nombre d'ondes, c'est le nombre de fentes. Donc si on a 1000 fentes, on aura 2pi fois p sur n, sur 1000. Et donc à partir du schéma, bien sûr, on peut utiliser ce schéma-là pour calculer l'expression de l'intensité. Mais généralement, c'est pas dans le programme et on peut la faire en exercice, bien sûr, après. C'est une question, bien sûr, classique. Maintenant, on va s'intéresser à la dispersion par le réseau. On a vu précédemment que la déviation dépend de lambda et aussi l'angle θ. On a trouvé que sinus θ moins sinus θ 0 plus égale à sinus θ 0 plus p lambda sur a. Donc on a un lambda ici, c'est-à-dire que si on utilise une lumière polychromatique, le θ va dépendre de lambda. On caractérise ça par un pouvoir dispersif. Ce pouvoir dispersif caractérise la dispersion d'un réseau. Il est défini par cette relation-là, donc c'est dp sur d lambda qui est égal à p sur a cosinus θ. On peut bien sûr trouver cette expression-là en prenant cette relation et en la différenciant. Donc la différentielle de sinus θ, c'est la dérivée, donc c'est cosinus θ fois dθ. Ça est constant dans ce cas car on va faire la dérivée par rapport à θ à lambda et la différentielle de ça c'est p sur a fois d lambda. Et donc si on veut dθ sur d lambda, on va trouver cette expression-là. Donc c'est p sur a fois cosinus θ. Et donc on constate que le pouvoir dispersif augmente avec p. Donc lorsqu'on augmente l'ordre, les couleurs sont séparées plus. C'est ce qu'on remarque ici. Lorsqu'on passe de p égale à 0 jusqu'à p égale à 1, p égale à 0, on a l'ordre à 0. Donc toutes les couleurs sont concentrées dans la même zone et donc on obtient une coloration blanc. Ici, on a utilisé une lumière polychromatique. Normalement, c'est une lumière blanche. À l'ordre 1, donc si on remplace ici par P égale à 0, on aura ici PD égale à 0. Si on remplace par P égale à 1, on aura ici une dispersion. Donc on a une séparation de couleurs. La même chose ici, on aura une autre séparation de couleurs plus forte. Donc les couleurs sont plus séparées car P égale à 2. P égale à 3 bien sûr, elles sont plus séparées. C'est la même chose pour moins 3, moins 2 et moins 1. Et bien sûr, on a
une intersection entre la couleur bleue de la troisième ordre avec la couleur rouge de la deuxième ordre. Et donc, si on veut expliquer l'influence de θ qu'on a ici, on regarde cette autre figure. Donc, on a ici un réseau. Donc, voici notre réseau. Et voici notre lumière blanche qui vient dans cette direction-là. Ici, voici l'ordre 0. On a vu ici que l'ordre 0 donne une tache qui est blanche. Voici la tache blanche de la lumière blanche, donc de l'ordre 0. Alors que pour l'ordre 1 et moins 1, on a les différentes couleurs. Ici, voici l'ordre P égale à 2, moins 2, et là, c'est P égale à 2. Dans le même ordre, donc si on fixe P, par exemple, si on prend P égale à 1, on remarque que normalement P dépend de θ. Si on veut voir ça, on peut trouver ça en utilisant la relation de sinus θ égale à sinus θ0 plus P lambda sur A. Donc θ0 ici égale à 0 et donc ça égale à P lambda sur A. On va remplacer P par 1 et donc on aura lambda sur A qui est égal à lambda fois N. N normalement c'est le nombre de traits de réseau, donc c'est constante. Donc lorsqu'on varie lambda, on varie θ. Normalement lorsque lambda augmente, θ doit augmenter. Et on constate ici que voici θ. Donc pour la lumière violet et voici θ pour la lumière rouge. Donc θ de la lumière rouge, elle est plus grande que θ pour la lumière violette. Est-ce qu'on peut prédire ça par cette équation-là? On peut dire que normalement la fréquence de la lumière violette est plus grande que la fréquence de la lumière rouge. Et donc lambda de la lumière violet est inférieur à lambda de la lumière rouge. Et donc sinus θ de la lumière rouge est inférieur par rapport à sinus θ de la lumière violet. Normalement c'est l'inverse. Sinus θ de violet est inférieur par rapport à sinus θ de la lumière rouge. Et donc θ de violet est inférieur à θ de rouge. C'est ce qu'on trouve ici. Donc on peut expliquer la dispersion par la relation de prisme ou par le pouvoir dispersif. Et bien sûr, on peut aussi caractériser la dispersion par le pouvoir de résolution. Le pouvoir de résolution, on peut l'écrire sous la forme suivante. Donc, on considère que notre réseau est éclairé par deux longueurs d'onde, lambda 1 et lambda 2, et on définit lambda moyenne par la somme sur 2 et delta lambda par la différence, la valeur absolue de la différence. Et normalement, le pouvoir de résolution, c'est lambda moyenne sur delta lambda. On peut exprimer ça en utilisant phi. Normalement, phi c'est 2pi sur lambda fois delta. Ça c'est pour une seule longueur d'onde. Le lambda qu'on a ici, c'est pas le lambda qu'on a là. Si on différencie ça, c'est-à-dire on regarde la variation de déphasage lors d'une variation de la longueur d'onde, on constate que voici l'équation. Donc c'est comme si on dérive phi par rapport à lambda. Donc ce qui va donner d lambda sur lambda carré avec un moins. Donc si on intègre cette expression là et cette expression, non, normalement c'est pas une intégrale, mais il suffit de remplacer d par delta. Donc c'est une grande variation. On peut dire que delta phi, normalement c'est moins de pi delta lambda sur lambda carré. Et donc on a vu précédemment que si on veut un delta, si on veut des interférences qui sont constructives, on doit trouver delta phi égale à 2pi sur n. Et donc si on remplace ici par 2pi sur n, on va trouver qu'on peut simplifier par 2pi, ce qui va donner que delta fois delta lambda sur lambda carré égale à moins 1 sur n. Et donc on peut
remplacer delta sur lambda par P. Donc on aura P delta lambda sur lambda égale à 1 sur n, moins 1 sur n. On peut bien sûr prendre le module, car n normalement c'est positif, lambda c'est positif, P, on peut prendre un P positif ou un P négatif, et on peut prendre un delta lambda qui est positif. Si on prend un delta lambda qui est positif, on peut dire ici c'est plus, et donc ça c'est 1 sur R, et donc R égale à P fois N. Donc N c'est quoi? C'est le nombre de fentes, c'est le nombre de fentes d'un réseau, alors que P c'est l'ordre. Et bien sûr, on obtient le même résultat précédent. Donc si on augmente l'ordre, la dispersion augmente. Et si on augmente le nombre de fentes, bien sûr, la dispersion aussi augmente. C'est clair ici, car c'est clair là. On peut remplacer cosinus θ par son expression en fonction de n, et on va trouver que n il est en haut normalement, ce qui signifie que si on augmente n, on augmente aussi pt. Donc c'est ça, les grandeurs caractéristiques de la dispersion d'un réseau. Et donc si on veut séparer deux couleurs, on utilise un réseau avec un nombre de pas, ou un pas à une distance qui est la distance entre les fentes qui est très petite, car si la distance entre les fentes est très petite, alors n est très grand, donc le nombre de fentes est très grand. Donc le nombre de fentes est très grand. On peut aussi utiliser un P qui est grand, mais le P il est limité par la relation qu'on a vue précédemment, donc par cette relation-là. Donc P est limité, c'est pourquoi on va utiliser un réseau qui contient beaucoup de fentes pour la séparation des couleurs, bien sûr. Donc c'est tout pour le réseau, et c'est tout pour l'optique ondulatoire.